Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce que je vais simplement répondre à vos questions. Je vous avais demandé sur les réseaux sociaux de me poser des questions. Et voilà, je vais y répondre maintenant. J'ai fait une capture d'écran des questions, j'ai pas encore réfléchi aux réponses, donc on va voir ce que vous m'avez proposé. Petite dédicace à mon amie Blandine qui s'est amusée à poser plein de questions et qui, je suis sûr, espère beaucoup que ça va me gêner d'y répondre. Mais on va voir ça. Mais avant que je réponde aux questions, on n'oublie pas de s'abonner au podcast, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, de s'abonner au YouTube, de s'abonner à mon compte Instagram. Ça n'a l'air de rien, mais ça encourage vraiment à continuer à en faire. Vraiment, je vous conseille quand quelqu'un crée du contenu, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, que ce soit un podcast ou de la musique, dites-lui que ça vous plaît. Ça encourage vraiment à continuer. C'est super important. Allez, c'est parti pour les questions. On va voir qu'est-ce que vous m'avez proposé. Alors, première question, c'est comment contactes-tu les invités et as-tu déjà eu des refus ? Alors les invités, je les contacte principalement via Instagram. Je leur envoie un message privé la plupart du temps. Ou alors, par exemple, pour Yacine Bellous, il avait lui-même demandé qu'on lui pose des questions en story. Et je lui avais demandé directement, est-ce que tu veux participer au podcast ? C'est comme ça que je fonctionne principalement. Ensuite, il y a beaucoup d'humoristes qui ont un formulaire contact sur leur site. Et donc je leur pose la question via leur site. Parfois, je contacte la boîte de production, le responsable presse, ce genre de choses. J'envoie des mails, j'envoie des messages, j'ai téléphoné parfois à plusieurs numéros. J'ai aussi envoyé des messages sur leur compte Facebook, sur Twitter. En fait, j'utilise vraiment tous les moyens possibles et imaginables. Alors la difficulté, c'est que souvent, ils ne voient pas les messages parce qu'ils ne regardent pas dans cette messagerie-là parce que ça se met dans la messagerie générale avec tous les messages qu'ils reçoivent de tout le monde et donc ils ne voient pas les messages. Et donc ce que je fais, c'est que je renvoie régulièrement un message pour espérer que la personne voit le message. Par exemple pour Haroun, ça faisait 2 ans que je lui envoyais des messages régulièrement. Roman Fressinet, j'essaie toujours. Donc voilà, j'essaie par tous les moyens possibles et imaginables. J'ai également demandé à des anciens invités s'ils voulaient bien recommander mon podcast à d'autres humoristes, ce que certains ont fait, donc merci beaucoup. Je pense surtout à Kian et à Navo, qui m'ont vraiment permis d'inviter pas mal de gens comme Verino, Baptiste Le Caplin, Émeric Lompré. Merci beaucoup de m'avoir mis en contact. Il y a également Adrien Méniel qui, par exemple, m'a mis en contact avec Jérôme Niel, ce qui m'a permis d'enregistrer avec lui. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Alors, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que parfois j'ai des refus ? Et oui, j'ai eu des refus. J'en ai pas eu beaucoup, je vous avoue. Alors j'ai eu des messages laissés en vue, ce qui probablement est l'équivalent d'un refus. Mais des refus directs, oui, j'en ai eu de certaines personnes qui ne veulent pas faire le podcast et c'est tout à fait normal. J'ai eu des refus de personnes qui ne veulent pas participer au podcast parce que c'est pas leur délire. Parce qu'en plus c'est des interviews qui sont longues, où on parle que d'eux. Donc je peux comprendre. Il y a eu des refus dans le sens aussi où certains ont fait trop de podcasts récemment et aimeraient laisser du temps sans en faire à nouveau pour avoir de nouvelles choses à dire. Et ça, je comprends aussi. Donc aucun problème, franchement, je suis vraiment très étonné du nombre d'humoristes qui m'ont répondu assez rapidement, très gentiment et qui ont essayé de trouver du temps. Parce que comme vous le savez, les épisodes sont assez longs et donc ils prennent du temps sur leur emploi du temps qui est souvent très chargé. Donc merci à eux. On va voir la question suivante. La question suivante. Alors la question suivante c'est n'as-tu pas peur d'être cantonné à ton très bon podcast ? Merci pour le compliment. Et de ne pas être connu en tant qu'humoriste. Déjà j'aimerais être connu pour mon podcast. Ça serait cool. Le fait que le podcast soit connu par plus de monde, ça serait chouette. Donc si déjà un des deux pouvait être un peu connu ou reconnu, en tout cas ça serait assez cool, mais je pense pas que le podcast empêche d'être connu en tant qu'humoriste. Justement, ça m'a permis d'avoir des contacts avec plus de gens. J'ai même pu jouer ici une scène au Loco Comedy Club à Lille parce que c'est quelqu'un qui écoutait mon podcast et qui m'a dit qu'il y avait une scène qui existait, donc je suis allé jouer, donc ça m'a plus ouvert des opportunités que l'inverse pour le moment. En plus, je suis quelqu'un de très gêné pour aller parler avec les gens, pour aller discuter. Et en fait, le fait que j'ai un podcast fait que les gens me reconnaissent et se disent « Ah, ben c'est le gars du podcast, donc on va aller lui parler. » Donc ça m'a plutôt permis des contacts avec certaines personnes que l'inverse. Donc je pense que ça peut aider. Après, oui, travailler sur le podcast me prend beaucoup de temps. Donc c'est du temps que je ne mets pas dans l'écriture et dans le travail humoristique vraiment en soi. Mais en même temps, faire le podcast m'a permis de débloquer pas mal de choses, m'a permis de me déstresser
et de mettre en perspective ce que je ressens parfois en me disant que je ne suis pas bon, que ça n'avance pas, que je suis beaucoup trop stressé. Et le fait d'avoir des échanges avec des humoristes qui ont vécu les mêmes choses, mais ça m'a aidé pas mal. Et je pense être encore plus investi et plus passionné par le stand-up que je l'étais avant de commencer le podcast. Donc je pense que les deux peuvent se nourrir, en tout cas j'espère. Voilà, je pense que c'est ça que je vais répondre à la question. Ensuite, question suivante. Combien de temps ça te prend pour préparer un épisode de podcast? Alors, un épisode de podcast, ça dépend vraiment de l'invité. Parce qu'il y a des invités qui ont un parcours qui est beaucoup plus long, qui ont fait plus de choses, qui ont fait plus d'interviews, et dans ce cas-là, il y a plus de choses à écouter. J'ai vraiment envie que l'invité ait l'impression de ne pas se répéter et qu'on apprenne de nouvelles choses. Donc pour ça, je vais écouter tout ce que l'invité a fait. Je vais aller écouter tous les interviews, je vais aller lire tous les articles de journaux, en tout cas ceux qui sont disponibles sur Internet. Je vais aller voir les spectacles, je vais aller regarder les vidéos YouTube. Donc ça fait pas mal de choses. Donc en fonction, ça dépend vraiment de l'invité. Une fois que l'invité a accepté de faire le podcast, à partir de là, je vais commencer à faire mes recherches et je vais demander généralement à ce qu'on puisse enregistrer d'ici 2 semaines, 3 semaines en fonction de l'invité. Et pendant toute cette période-là, dès que j'ai du temps libre, je vais écouter des podcasts, je vais prendre des notes, je vais regarder les vidéos, je vais revoir les spectacles. Je vais souvent réécouter des podcasts que j'avais déjà écoutés avant parce que je les écoutais purement pour mon plaisir en me disant que je ne pensais pas un jour pouvoir l'interviewer, et donc j'ai déjà écouté les épisodes, donc souvent je les réécoute. J'écoute tous les podcasts, que j'aime le podcast de base ou pas spécialement. Puis après, il y a des épisodes qui ont été beaucoup plus courts à travailler parce qu'il y a des épisodes que j'ai voulu faire où justement je n'ai pas fait toute cette recherche parce que c'est des épisodes avec des humoristes qui sont au début de leur carrière, et donc justement c'est peut-être parfois leur premier podcast ou en tout cas ou alors c'est une des premières interviews qu'ils ont l'occasion de faire, et donc dans ce cas-là je me permets de faire moins de recherche. C'est pour ça qu'il y a des épisodes avec 2 invités. Vous avez par exemple un épisode avec Sacha Ferra et Lorenzo Mancini, ou un épisode avec Lucas Cosco et Lisa Delmoitier. Là, j'avais fait relativement peu de recherche. Quand je dis peu de recherche, ça veut dire que j'ai passé peut-être seulement 3 heures dessus, alors que les autres, on est sur plusieurs jours. En termes de recherche, ça c'est pour préparer vraiment l'interview. Une fois qu'il y a l'enregistrement, mais donc il y a toute la durée de l'enregistrement. Alors la difficulté pour moi c'est de pouvoir leur donner un timing, parce que les invités je leur dis souvent c'est environ 2 heures, mais des fois ça dure plus longtemps parce que je ne sais vraiment pas mettre de timing là-dessus. Parce que des fois, je vais poser une question, les invités vont me répondre en 3 secondes. Et des fois, ils vont parler là-dessus pendant 10 minutes. Par exemple, je demande à un invité comment ça va. Il y en a qui vont me dire ça va et toi. Il y en a d'autres qui vont commencer à décrire comment ils se sentent. Donc voilà, c'est un exemple. Ou alors certains vont commencer à parler d'un humoriste et en parler pendant 10 minutes parce qu'ils sont passionnés. Et moi, je trouve ça passionnant de les écouter. Donc j'ai pas envie de les interrompre. Et il y a vraiment un truc que je ne veux pas faire, c'est dire on a plus le temps, on doit arrêter parce que j'ai décidé d'un format. Non, ça m'embête de couper une interview alors que les choses qui sont dites sont intéressantes, donc j'ai envie d'entendre la suite. Donc voilà, c'est très dur pour moi de mettre un timing, de mettre une durée sur les épisodes. C'est pour ça que les durées varient énormément en fonction des épisodes. Mais donc il y a le temps de préparation, le temps d'enregistrement, puis après il y a le temps de montage. Alors le temps de montage, généralement ça me prend 3 à 4 fois la durée de l'épisode. Si on enregistre un épisode qui dure par exemple 2 heures, on est parti sur au minimum 6 à 8 heures de montage. Parce que je coupe tout ce qui est bruit de bouche, je déteste ça. Je coupe généralement quand les personnes se répètent. Je coupe aussi parfois quand les invités me disent « Ah non, ça finalement, je voulais pas dire ça comme ça » ou « ça je ne peux pas le dire parce que c'est pas encore sorti » ou « j'ai pas le droit d'en parler ». Parfois il y a aussi du montage à ce niveau-là. Ensuite, il faut que je publie l'épisode, que je partage sur les réseaux sociaux. Ensuite, je fais des extraits des épisodes pour généralement donner envie d'aller écouter l'interview. Alors maintenant, je fais des extraits où je fais des sous-titres parce que j'espère en tout cas, mais il me semble que le fait d'avoir des sous-titres fait qu'il y a plus de gens qui vont regarder l'extrait, puisqu'il y en a qui regardent les extraits sans mettre le son. Et donc, chaque extrait, généralement avec les sous-titres, ça me prend au minimum une demi-heure à faire, et je fais plusieurs extraits par épisode. Donc voilà, c'est un peu le temps que je consacre au podcast. Et à ça s'ajoute prendre contact avec les humoristes, comme je disais tout à l'heure, répondre aux mails, essayer de trouver un moment pour enregistrer ensemble. Donc oui, ça prend quand même pas mal de temps au final. À ça s'ajoute quand j'enregistre dans la vraie vie avec un humoriste, quand j'enregistre par exemple avec Baptiste Le Caplin, donc là j'ai le trajet, parce que je suis allé jusqu'à Bruxelles, donc j'ai fait 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour.
on a enregistré en 2 parties, donc je suis allé enregistrer une autre partie à Lille, donc j'ai refait 1 heure de trajet aller, 1 heure retour. Donc voilà, ça rentre dans le temps que je consacre au podcast, donc au final, pas mal de temps. Et on passe à la question suivante qui est: est-ce que tu as des passages filmés de toi à nous partager? Alors oui, il y a, je pense, 3 vidéos de moi qui datent de 2014, 2015, 2016, au tout début que je commençais à faire du stand-up. Je ne les ai pas supprimées parce que j'y suis attaché sentimentalement, mais je devrais peut-être, parce que ça a pas très bien vieilli, la qualité est pas top. Et donc voilà, je n'ai pas fait d'extrait depuis. Pourquoi? Parce que j'ai peu de moments d'impro avec le public, en tout cas des moments d'impro que je trouve intéressants à partager, j'en ai peu. Et les extraits de sketch, si je les mets sur les réseaux sociaux, je peux plus trop les faire parce que les gens les auront déjà vus, et donc j'ai envie de les garder et de les peaufiner pour qu'ils soient vraiment nickel. Donc il y a peu de passages filmés de moi en stand-up pour le moment. Peut-être parce que je me trouve pas encore assez bon pour en partager, peut-être parce que je suis gêné de montrer, mais il faudrait que je le fasse. Ouais, il faudrait que je le fasse. J'ai pas d'excuses en fait, faut que je le fasse. Oui, ça va, j'ai compris. Arrêtez avec toute cette pression. Ensuite, question suivante, est-ce que tu joues dans d'autres langues que le français? Alors oui, j'ai joué plusieurs scènes en anglais, je pense que j'en suis à 8 ou 9. Il y a une scène à Bruxelles qui s'appelle le Countdown Comedy Club, qui se joue au Time Out Pub à Bruxelles. J'ai joué également une fois à Lille en anglais. C'était vraiment chouette, ça s'est vraiment bien passé. J'ai même un sketch qui s'est mieux passé en anglais qu'en français, donc ça c'était vraiment cool. Donc j'espère pouvoir en refaire, et j'aime beaucoup ça parce que ça lie mes 2 passions qui sont l'anglais, parce que je suis prof d'anglais dans la vie, ainsi que le stand-up. J'ai eu des bons retours, donc je trouve ça assez chouette. Ensuite, pour d'autres langues, non. Je pourrais peut-être en faire en néerlandais, mais je ne me sens pas assez à l'aise pour le faire. J'ai très peur de ne pas comprendre les interactions avec le public, et de me stresser, de bloquer, de figer sur scène. Du coup, je n'ose pas le faire en néerlandais, qu'en anglais, je me sens beaucoup plus à l'aise de le faire. Je pense que j'ai une meilleure compréhension en anglais, j'ai moins cette difficulté de ne pas comprendre les différents accents, et j'ai peut-être un vocabulaire plus riche en anglais, ce qui me permet de réagir plus facilement, même si ça reste stressant, que je ne pourrais pas le faire en néerlandais. Je ne pourrais pas le faire dans d'autres langues d'ailleurs, parce que je ne pratique que ces 3 langues-là. Pour le moment, on va rester au français et à l'anglais. Alors la question suivante, c'est: pourquoi tu t'es mis à faire un podcast un jour? Quelle a été ta motivation? Alors ça, je pense l'avoir déjà dit, mais si c'est le cas, je suis désolé, je me répète. Alors pourquoi j'ai commencé à faire un podcast un jour? Je suis allé voir le spectacle de Virginie Fortin au Kings of Comedy Club, qui est une humoriste québécoise que j'adore, qui est une ancienne invitée du podcast, allez la voir. Et à la fin du spectacle, j'ai discuté avec Fanny Ruet, qui est une humoriste belge, qui est aussi une ancienne invitée du podcast, qui elle-même a un podcast qui s'appelle Les gens qui doutent, que moi je ne connaissais pas à l'époque, et on a discuté de podcasts en fait, on a discuté de podcasts d'humour, mais de podcasts également en général. Elle m'a donné plein de noms de podcasts que je ne connaissais pas, parce que moi j'étais passé complètement à côté du podcast. Je connaissais un petit peu le podcast de Mike Ward qui s'appelle Sous écoute, parce que j'avais vu le premier épisode qu'il avait fait en 2011, mais après j'avais lâché complètement ça. Et donc elle m'a parlé donc de Sous écoute, du Carré de sable de Pierre-Bruno Rivard au Québec, du podcast Un café au Losset de Louis Dubourg, du podcast Nouvelle École. Elle m'a expliqué qu'il y avait plein d'interviews d'humoristes qui devraient beaucoup me plaire, et donc ça m'a intéressé énormément. Et donc, moi, j'ai découvert le podcast ce jour-là, en novembre 2019. Et à partir de novembre, j'ai commencé à écouter des podcasts tous les jours. En fait, j'ai généralement 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Et donc, j'ai la possibilité d'écouter pas mal de podcasts en semaine. En plus, j'en écoute quand je fais les tâches ménagères, quand je fais du jardinage, quand je fais du sport. Donc, j'ai pu écouter pas mal de podcasts, et j'ai vraiment écouté tous les épisodes de Un café le 7, tous les épisodes de Nouvelle École avec les humoristes, les épisodes de Sous-écoute. J'ai vraiment écouté beaucoup de choses, j'ai écouté le Floodcast aussi. Et donc j'ai découvert tous ces podcasts-là, et en fait, à chaque fois qu'il y avait un humoriste qui était invité, moi j'avais envie de lui poser des questions. Je me disais, mais pourquoi on lui pose pas cette question-là à ce moment-là? Ah, il a parlé de ça, j'aimerais bien savoir telle ou telle information. Comment il s'est senti à ce moment-là? Et en fait, j'avais pas cette information. Et je me suis dit, mais si en fait je veux la poser, il faut que je le fasse moi-même. Puis, ce qui m'embêtait parfois dans certains podcasts, c'est de réentendre des choses que j'avais déjà entendues. D'où mon envie de faire des recherches en amont avant d'interviewer la personne, pour qu'il évite de se répéter, et que la personne qui écoute n'ait pas cette sensation d'avoir déjà entendu cette information plusieurs fois. Et donc, à partir de là, je me suis dit, il faut que je pose
pose les questions moi-même, il faut que je fasse mon podcast. Comment on fait pour faire un podcast? Je suis allé sur YouTube, j'ai fait des recherches de comment on fait pour monter un podcast, comment on fait pour enregistrer un podcast. Et en fait, l'avantage du podcast, c'est qu'il y a vraiment besoin de très peu de choses. En tout cas, pour commencer, pour améliorer la qualité, je pense qu'il faudrait que j'investisse dans du matos de qualité et que je progresse en montage et tout ça, mais en tout cas, pour commencer, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Audacity, qui est un logiciel gratuit de montage, qui est très simple d'utilisation. J'ai acheté un micro-cravate qui coûtait 15 € pour commencer au départ, et donc j'ai commencé mes interviews avec ça, avec juste ce matériel-là, et je pense m'en être sorti pas trop mal au départ. Ensuite, ma copine m'a offert pour mon anniversaire un micro qui est un Blue Yeti, pour monter un petit peu en gamme, et ça m'a permis d'enregistrer tous les épisodes jusque-là. Donc voilà, c'est ça que j'aime dans le podcast, c'est qu'il faut peu de matériel, il y a peu de choses à savoir. Donc voilà, je l'ai fait pour ça le podcast, c'était pour pouvoir discuter avec des humoristes que j'admire, leur poser les questions que j'avais envie de leur poser. Alors il faut savoir aussi qu'au tout début, j'avais commencé à faire des podcasts dans lesquels je faisais des billets d'humeur, je faisais des petites chroniques sur un sujet, sur un point, mais rapidement j'ai arrêté parce que j'avais très peu de retours dessus et je trouvais que le format était difficile, de ne pas avoir de retour de personne parce que j'étais tout seul dans une pièce à dire mes blagues sur un ton un peu trop monocorde que je trouvais pas intéressant et j'avais pas de retour sur ce que je faisais, donc je me jugeais énormément. Donc le but au départ c'était que j'écrive plus de stand-up et en fait ça me bloquait beaucoup, j'osais plus tester et donc j'ai arrêté de faire ça et en fait j'ai commencé à interviewer N'attendra pas qui est un ami et ensuite Benoît Delaby que je connais également et en fait je pensais pas réussir à avoir des humoristes un peu plus connus et en fait j'ai envoyé un message à Fanny Ruet en lui demandant simplement est-ce que toi ça te plairait qu'on t'interviewe et elle me dit oui, et tu veux faire ça quand? Et moi je disais ah mais non mais c'est pas, ah ben en fait si je peux le faire, ah ben allons-y, et parce que j'avais vraiment envie de le faire mais j'osais pas vraiment me l'avouer, j'osais pas me lancer et je me disais mais qui va accepter de faire mon podcast? J'ai 300 personnes qui me suivent sur Instagram, c'est pas intéressant, ça leur fait pas vraiment une grande pub, mais en fait les humoristes des fois n'ont juste envie de discuter et de partager et de transmettre des choses, donc ça s'est lancé comme ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Je suis un petit peu perdu dans mes pensées. Et une autre raison qui m'a donné envie de commencer le podcast, c'est de pouvoir me faire insulter par des gens que j'admire. Ah, l'enfoiré, putain. Ah, le bâtard. Ah, t'es une pute. Bah non, chier quand même. Salaud. Salaud. Ensuite, la question suivante qu'on me pose, c'est si tu devais choisir entre l'humour et l'animation, la création de ton podcast. Alors ça, c'est un choix difficile, parce que pourquoi choisir? J'ai pas envie de choisir entre les deux, j'aimerais bien pouvoir faire les deux. Mais si je devais vraiment choisir, si on me met un flingue sur la tempe et je dois choisir entre les deux, je pense que je continuerais à faire l'humour, parce que ça, c'est un peu la base de tout. Je pense que si j'étais pas passionné d'humour au départ et de faire de l'humour, je ferais pas le podcast du tout. Question suivante. Alors, un conseil pour ne pas partir en courant pour un premier 5 minutes. Donc, quelqu'un qui veut se lancer pour la première fois pour faire un premier stand-up, un conseil pour ne pas partir en courant. Alors, moi, je dirais, comme conseil, c'est de te coincer, en fait. De dire aux gens que tu vas faire un 5 minutes, de le partager autour de toi, de faire en sorte que beaucoup de gens soient au courant que tu vas le faire, parce que si tu t'es inscrit, c'est que tu as envie de le faire. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui t'appelle et qui te dit il faut que tu tentes, il faut que tu testes, il faut que tu vois ce que ça te fait. Donc c'est que tu as envie de le faire. Après, je comprends qu'on ait peur de le faire. C'est terrorisant, c'est normal. Mais mon conseil, ça serait ça. Ça serait de te bloquer un petit peu, mettre une deadline. Dans 3 semaines, j'ai un open mic de 5 minutes à tel endroit. Je le partage avec des gens, je le dis à mes amis, je fais en sorte que les gens viennent me voir. Et après, j'ai plus le choix en fait de le faire. Et le fait que tu n'aies plus le choix va te pousser à le faire. Et une fois que tu l'as fait, j'espère que tu seras content de l'avoir fait. Mais au moins, tu sauras ce que ça fait. Tu sauras si c'est pour toi ou pas. Et donc moi, je trouve que c'est important de le savoir. Au lieu de se demander, est-ce que si j'avais essayé de le faire, est-ce que ça aurait fonctionné? Alors la question suivante, c'est quels sont tes hobbies à part l'humour et la comédie? Alors moi, je fais du crossfit depuis 2019, j'adore ça. Là pour le moment, je suis blessé au coude, donc j'ai dû arrêter mon abonnement, mais j'ai hâte de pouvoir le reprendre, parce que je faisais du crossfit 4 à 5 fois semaine, donc ça occupait pas mal de mon temps libre également. J'aime un peu tous les sports, mais j'en pratique pas, mais dès que j'ai l'occasion d'en faire, j'adore ça. J'aime beaucoup regarder le foot, même si je ne suis pas de championnat, je regarde surtout les grosses compétitions comme la Champions League ou les Coupes du Monde, Coupes d'Europe, j'adore ça. Je suis bien sûr un fan de l'équipe de Belgique, c'est pas un choc. Sinon mon hobby principal c'est de passer du temps avec ma copine, on aime bien se balader, on aime bien voyager.
C'est quelque chose qu'on a vraiment en commun, on adore ça. On adore aller au restaurant, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup manger. Est-ce que manger peut être un hobby? Oui, je pense, hein. J'aime beaucoup glander, donc on aime bien regarder des séries ensemble, on regarde des trucs de télé-réalité stupides sur Netflix comme Love is Blind ou Too Hot to Handle, et c'est vraiment super chouette à regarder au second degré, mais en même temps ça ouvre des sujets de discussion entre nous et donc on aime beaucoup parler. Sinon j'aime beaucoup, donc ça, je l'ai dit, les séries, j'en regarde pas mal. Donc, j'aime beaucoup les films de super-héros, j'adore surtout le Batman. J'aime aussi beaucoup aller au cinéma, ça m'arrive même d'y aller tout seul quand il y a un film que j'ai vraiment envie d'aller voir parce que j'aime beaucoup cette ambiance d'aller au cinéma. Sinon bien sûr j'aime sortir avec des amis, mais je crois que mon type de sortie préféré c'est aller manger chez des amis, discuter, échanger, rigoler, tranquille, ambiance relax. Alors la question suivante qu'on me pose c'est à partir de quand se dit-on qu'il faut y aller en matière de stand-up? À partir de quand il faut se lancer? Mais moi je pense qu'il faut se lancer à partir du moment où tu as envie de le faire. Si tu as envie d'essayer, vas-y, arrête de te poser la question, ça va vraiment te faire du bien d'essayer de le faire et de voir si c'est pour toi. C'est peut-être pas pour toi, tu vas t'en rendre compte très rapidement. Tu vas te rendre compte de est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Si c'est le cas, tente ta chance. J'ai pas vraiment de choses très intéressantes à dire là-dessus. Ensuite, la question suivante qu'on me pose, c'est voudrais-tu que stand-upper devienne ton métier à temps plein? Oui, j'adorerais que ça devienne mon métier à temps plein. Alors, j'ai plein de peurs, j'ai plein de pensées limitantes, j'ai plein de choses qui me font dire que ça sera pas possible, parce que j'ai pas beaucoup confiance en moi, parce que j'écris pas beaucoup, pas assez, en tout cas, selon moi. Mais oui, j'adorerais que ça devienne mon métier à temps plein, parce que j'adore ça. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me nourrit. Je suis vraiment tellement content quand je suis dans un comedy club, quand je suis sur scène, que je pense que j'aimerais en faire toujours plus. Mais est-ce que j'en suis capable? Ça, c'est la question que je me pose pour le moment. Mais on va essayer. La question suivante qu'on me pose, c'est est-ce possible qu'un jour tu fasses le podcast en public? Oui, c'est quelque chose qui me plairait énormément de pouvoir faire en public. J'ai des idées de formats que je pourrais essayer de faire avec des humoristes en public, ça me plairait beaucoup. Après, niveau matériel, il faut pas mal de choses pour pouvoir enregistrer un son de qualité avec un public et tout ça. Matériel que pour le moment je ne dispose pas. Mais j'adorerais essayer de le faire, faut que je me renseigne. Pour le moment, j'y ai pensé pendant un moment, puis j'ai vu que niveau matériel, j'avais pas ce qu'il fallait, donc ça m'a un peu freiné, donc j'ai arrêté de rechercher dans ce sens-là, mais ça m'intéresserait beaucoup. Après, est-ce qu'il y aurait suffisamment de gens dans la salle intéressés pour venir voir le podcast? Ça me ferait très plaisir de le savoir, donc si ça vous intéresse de voir le podcast en public, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour le moment, je sais pas si ça pourrait remplir une salle, si ça pourrait intéresser des gens. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel je vais réfléchir à l'avenir parce que ça m'intéresse. Donc pourquoi pas? Alors la question suivante qu'on m'a posée, c'était de parler de mon rêve d'aller au Canada. Alors oui, je l'ai annoncé il y a pas longtemps dans le podcast avec Jason, je crois, mais je pars en septembre vivre à Montréal. Alors je pars vivre quelques mois. Je peux rester maximum 1 an sur le territoire canadien avec un permis vacances-travail que j'ai obtenu. Donc ça y est, j'ai l'autorisation d'aller au Canada. Donc je peux séjourner sur le territoire canadien et je peux travailler là-bas. Donc l'objectif c'est de travailler en journée, de trouver un métier qui me permet de payer les factures, de pouvoir payer mon logement, de pouvoir payer ma nourriture. Mais le but principal c'est de pouvoir faire un maximum de scènes là-bas en soirée, tous les soirs de préférence. Je vais vraiment essayer d'en faire un maximum, de me sortir les doigts du cul et de faire le plus de scènes possible, de me pousser à faire des nouvelles choses, à tester, à me remettre en question. Le but c'est d'essayer de mettre toute son énergie dans le stand-up et de voir si ça me plaît. Parce que je disais tout à l'heure que je voulais que ça devienne mon métier à temps plein, mais pour le moment je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est que d'être humoriste à temps plein. Je sais ce que c'est d'être humoriste 1 soir par semaine, 2 soirs par semaine, mais pas plus. Donc je sais pas, est-ce que ça va me plaire si je le fais ça tous les soirs? Est-ce que ça va me plaire si ça devient un métier? C'est vraiment des questions auxquelles j'aimerais savoir répondre quand je reviendrai de ce séjour. Est-ce que je suis capable de le faire ou pas? Et si c'est pas le cas, il faudra que je prenne des décisions. Est-ce que je ferai l'humour juste en hobby? Est-ce que j'essaierai de continuer à en faire? C'est ce que le voyage va essayer de me montrer. Donc j'espère vraiment avoir réponse à ces questions. Mais donc pourquoi aller à Montréal? Je pourrais très bien essayer de faire ça en Belgique, je pourrais très bien essayer de faire ça à Paris. Mais moi, mon rêve, ça a toujours été d'aller vivre à Montréal. J'ai toujours adoré la culture québécoise. Je suis excessivement fan de cet accent que je trouve magnifique,
que je trouve super drôle. J'adore les expressions, j'adore cette façon de parler, j'adore cette façon de communiquer. Je trouve que c'est chaleureux, il y a quelque chose de poétique dans la façon de parler que j'aime beaucoup. Et je suis vraiment très très fan des humoristes québécois. C'est vraiment les humoristes qui m'ont le plus touché, qui m'ont le plus fait rire, qui ont fait que mon cerveau a le plus explosé de « mais c'est génial cette façon de voir les choses, cette façon d'exprimer l'utilisation des mots, j'aime beaucoup. » Et donc j'ai vraiment hâte d'y aller. La question suivante, on me demande tu en es où de ton PVT? Je suis jaloux, mais je te souhaite le meilleur et pourquoi pas le bordel. Déjà merci beaucoup de me souhaiter le meilleur, je me le souhaite aussi. J'en suis où? Comme je le disais, je l'ai obtenu, j'ai obtenu les papiers, donc maintenant je n'ai plus qu'à aller sur place. Mon vol est pris, je serai le 4 septembre à Montréal. J'ai un logement pour le premier mois, il va falloir que je trouve un logement pour la suite. Je vais donc visiter différents logements et probablement vivre en colocation. Mais pour le moment, je ne sais pas. C'est l'inconnu. Je ne sais pas ce que je vais faire là-bas comme travail en journée. Mais en tout cas, je vais devoir trouver un travail parce que j'ai pas les moyens de ne faire que de la scène le soir. En tout cas, vraiment pas au début. Et pourquoi pas le bordel? Oui. Clairement, un des trucs que je veux le plus faire, c'est aller voir des spectacles au bordel. Donc le bordel, c'est un comedy club qui a été fondé par plusieurs humoristes québécois. J'ai hâte d'aller voir le spectacle de tous ces humoristes. Et j'adorerais pouvoir jouer là-bas. C'est vraiment un rêve. Et même si je me rends compte que être humoriste c'est pas fait pour moi, que j'en suis pas capable ou que juste c'est pas quelque chose qui me plaît autant que je pensais que ça allait me plaire, mais au moins je pourrais dire que je l'ai fait, que j'ai joué au bordel, que j'ai tenté ma chance, que j'ai joué devant un public québécois. Rien que ça, je trouve ça déjà assez chouette. Quand je le dis, ça m'enthousiasme et ça fait plaisir parce qu'il y a tellement de stress lié à ce voyage, parce que je suis quelqu'un d'angoissé de base. J'ai jamais voyagé tout seul, j'ai jamais pris l'avion tout seul, je n'ai jamais habité tout seul, je n'ai jamais cherché un appartement tout seul, cherché du travail. J'ai dû le faire, mais j'avais un diplôme dans l'enseignement. Et comme c'est un métier en pénurie en Belgique, c'est très facile de trouver du travail. C'est plutôt toi qui dois choisir ton employeur que l'inverse, ce qui est assez simple. Et donc, il y a beaucoup de stress lié à ce voyage. Tout ce qui est administratif, ça me stresse beaucoup. Aussi, le fait d'aller vivre tout seul, parce que ma copine va rester en Belgique, parce qu'elle travaille et parce que c'est mon projet plus que le sien. Mais bien sûr, elle va venir me voir, mais donc le fait de ne pas être avec elle tous les jours, c'est quelque chose qui va être compliqué aussi pour moi, parce que clairement, je suis complètement accro de cette personne. Tout ce stress me fait parfois oublier que ça m'enthousiasme beaucoup, mais j'ai vraiment hâte de tester tout ça, de découvrir le monde du stand-up au Québec, à Montréal. Ça va être incroyable. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a posé 2 questions, donc je vais commencer par la première. La première question, c'est arrivé quand ta passion pour le stand-up? Je pense que l'élément déclencheur, c'est ma marraine qui m'a offert un DVD de Jamel Debbouze, Jamel 100% Debbouze, qui est un spectacle que j'ai vraiment épuisé. J'ai tellement regardé le DVD que le DVD est rayé à un endroit et donc je dois moi-même compléter cette partie du DVD. Je crois que c'est ça qui a commencé ma passion pour le stand-up. J'ai vraiment adoré ce spectacle. J'ai ensuite regardé d'autres spectacles. Bien sûr, il y a les spectacles de Gad Elmaleh qui étaient très importants pour moi à l'époque, que je connais par cœur. Il y a bien sûr le Jamel Comedy Club qui a aussi été une énorme révélation et qui m'a aussi ouvert cette possibilité à c'est possible d'être humoriste sans pour autant être un showman comme l'était Jamel, comme l'était Gad. On voyait des gens plus timides, des gens plus réservés, plus introvertis, donc auxquels je pouvais plus m'identifier. Et je me suis dit, c'est aussi peut-être possible pour d'autres. Je pense que c'est là qu'est née ma passion. Après, même cette passion, elle a grandi énormément quand j'ai découvert les humoristes québécois, qui sont devenus mes humoristes préférés. Donc là, j'ai consommé énormément d'humour. À l'époque, je consommais beaucoup plus encore que maintenant, parce que j'avais plus de temps. Quand j'étais adolescent, je passais mes soirées à regarder du stand-up. Je me suis probablement endormi à force de regarder des heures et des heures du festival Juste pour rire. J'ai regardé tous les sketchs possibles et imaginables d'humoristes. Donc voilà, je pense que c'est surtout là qu'est née ma passion pour le stand-up. Alors ensuite, on m'a demandé pourquoi j'ai choisi le format du podcast. Alors pourquoi le podcast? Donc comme je vous ai dit, moi, je connaissais pas. Mais ce qui m'a plu, c'était ce côté que c'est très facile d'en faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, donc ça me permet peu de dépenses au départ pour pouvoir me lancer. Donc ça, c'était assez cool. Peu de dépenses, mais aussi peu de connaissances dans tout ce qui est montage,
matériel et tout ça. Puis ce qui a fait que j'ai choisi le podcast et de choisir de faire un podcast uniquement sonore, c'est parce que je suis très gêné face à une caméra. J'ai beaucoup de mal à me regarder, j'ai beaucoup de mal à oser poster une vidéo. Et donc voilà, je trouvais que le podcast était un format qui me permettait au moins de me lancer et de tenter l'aventure. Que si c'était un format vidéo, je pense que j'aurais plus vite arrêté. Que là, le podcast me permet d'avoir une petite distance par rapport à ça. Et aussi que le podcast, on se base uniquement sur ce qui est dit. Et donc on se concentre uniquement sur le message. On ne se concentre pas sur les effets de la vidéo, de comment la personne est habillée, comment elle se tient, comment elle parle, de quoi elle a l'air. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que les gens disent. Et donc je trouve que c'est le format qui se concentre le plus là-dessus. On s'intéresse à comment la personne parle, ce qu'elle a à dire. Et je trouve que c'est le format qui est le mieux. Parce que c'est un format où c'est aussi sans interruption. Parce que contrairement à la radio, il y a plein de pubs, il y a plein d'interruptions. On n'a pas le temps de poser des questions, on n'a pas le temps de développer, on n'a pas le temps de laisser l'invité réfléchir, répondre, revenir en arrière, parler d'anecdotes. Et je trouve que c'est le meilleur format pour des interviews. J'adore ça, j'adore en écouter, j'adore en faire. C'est pour ça que j'ai choisi le podcast. Alors ensuite, on me demande est-ce que je vais continuer le podcast quand je serai au Québec. Alors oui, j'ai vraiment très envie de continuer ce podcast parce que j'adore le faire. En plus, je vais être au Québec, donc pour moi, c'est un peu Disneyland tous les jours parce qu'il y a des humoristes québécois partout. Et il y en a plein que je veux interviewer. Il y en a plein avec qui je veux discuter, avec qui je veux échanger et je suis sûr que je vais en découvrir d'autres, des humoristes moins connus, ou en tout cas qui n'ont pas du contenu qui est venu jusqu'à nous en Europe. Donc je pense que ça va être très intéressant. Après, je vous avoue que je ne sais pas ce que je vais faire comme travail, donc je ne sais pas quel temps libre il va me rester pour le podcast. Pour le moment, le podcast n'est pas rentable. Pour le moment, il me permet juste de ne pas perdre d'argent. Et encore, je suis pas sûr de ça. Parce que je pense que je dépense plus que je ne gagne. Je gagne un petit peu avec la pub que vous avez sur les podcasts et un petit peu sur YouTube. J'ai reçu quelques dons. Donc merci beaucoup aux personnes qui ont voulu soutenir le podcast et m'encourager à continuer. C'est vraiment super gentil. J'ai également 2 abonnés Patreon que je remercie énormément qui vont donc payer tous les mois un montant de leur choix. Donc merci à eux. Mais ces petites aides financières, pour le moment, ça ne me permet vraiment pas d'avoir un salaire. Donc il va falloir que je travaille là-bas. Et donc je ne sais pas quel temps j'aurai pour consacrer au podcast. Mais clairement, l'envie y est de continuer à faire ce podcast. Même au Québec, je vais pouvoir continuer à faire des épisodes à distance comme je l'ai fait avant. Donc j'espère recevoir encore des humoristes belges pour pouvoir garder contact avec eux. J'espère recevoir des humoristes français, j'espère recevoir des humoristes suisses. Ça serait vraiment super chouette de pouvoir continuer, donc j'espère vraiment. Après, si vous voulez que je continue le podcast pendant que je serai au Québec, mais ce que vous pouvez faire, c'est partager le podcast. Parce que si le podcast devient vraiment viral et qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, peut-être que je vais pouvoir en débloquer un salaire, peut-être que je vais pouvoir y accorder plus de temps. Et ça serait génial. J'adorerais ça. Ensuite, la question suivante qu'on me pose, c'est ton plus gros fail sur scène. Mon plus gros bide, je suppose. Alors, je pense l'avoir déjà raconté, mais je vais revenir dessus. Désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu. Alors, mon plus gros fail, j'en ai 2 en tête. Je vais vous raconter les 2, tant qu'on y est. Là, c'est moi qui parle, donc qui va m'interrompre, j'ai envie de dire. Alors, le premier fail, je faisais la première partie de Benoît Delabie, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, qui est le 2e invité du podcast. Et donc, j'avais fait sa première partie le samedi soir, et ça s'était vraiment très très bien passé. C'est une de mes meilleures scènes, j'avais eu des applaudissements, je pense même que les gens s'étaient levés à la fin parce que ils avaient vraiment beaucoup aimé, donc c'était vraiment très très chouette. Donc, et beaucoup de retours après la scène, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Et du coup, j'étais très confiant après cette scène et je devais refaire sa première partie le lendemain. Alors le lendemain, c'était plus dans la même disposition, c'était un dimanche en fin d'après-midi, donc une ambiance différente. Mais je suis arrivé vraiment très motivé, très confiant de la veille, en mode ça s'est tellement bien passé, c'est génial ce sketch, il cartonne, tout va bien se passer. Et en fait, je commence le sketch, la première blague ne passe pas du tout, la deuxième non plus, la troisième non plus, et ainsi de suite pendant 15 minutes. Enfin, je devais jouer pendant 15 minutes, je n'ai pas tenu 15 minutes, je pense avoir coupé à 10 probablement, mais rien n'est passé, rien du tout. J'entendais les gens qui toussaient dans la salle, des téléphones qui sortaient pour regarder combien de temps il leur restait à tenir. Donc voilà, c'était un très très long tunnel pour moi
avec zéro rire. Et en fin de scène, donc après le spectacle de Benoît qui s'est très bien passé, les gens sont venus féliciter Benoît et moi j'étais juste à côté de lui et j'ai juste eu des gens qui évitaient mon regard ou alors qui m'ont tapé l'épaule en disant « Allez, ça va aller ». Ça fait très très mal. Mais voilà, ça c'était un des plus gros bides. Sinon, une autre expérience que j'ai eue, c'était pour un festival plutôt loin de chez moi. Je devais faire un casting. Je pense que j'avais 1h30 de route pour aller, pour faire un sketch de 5 minutes. Et donc, on arrive sur place et moi, j'avais demandé au régisseur, parce on avait besoin il y avait un régisseur lumière qui demandait si on avait une musique ou si on avait des besoins en lumière. Mais quand je dis régisseur, c'est quelqu'un qu'on avait trouvé, à mon avis, dans la rue pour le faire parce qu'il n'avait aucune idée de comment ça fonctionnait. Et moi, à l'époque, j'avais besoin d'une musique d'entrée et j'avais besoin, à un moment donné du sketch, d'avoir un noir. Donc, on coupe la lumière et qu'on la rallume ensuite quand je dis lumière. Donc, j'avais essayé de faire le plus simple possible. Donc, c'était simplement lancer la musique quand je vais arriver sur scène, faire un noir quand je dis noir et allumer la lumière quand je dis lumière. Donc, jusque-là, c'est très simple. Mais donc, on m'appelle, on dit donc le suivant, c'est Régis Canon. Et là, moi, j'attends la musique d'entrée, qui ne se lance pas. Après 10 secondes, je me dis, je vais quand même y aller, parce que le décompte pour la durée du sketch était lancé à partir du moment où votre nom était prononcé. Et donc, moi, je monte sur scène, je commence à parler, il lance la musique. Et donc, on n'entend pas ce que je dis les quelques premières secondes. Je lui fais un signe pour qu'il coupe la musique. Heureusement, il la coupe. Mais les gens n'ont pas entendu le début. Je ne sais pas si je dois reprendre. J'avais pas beaucoup d'expérience, donc j'ai continué mon sketch parce que certains avaient entendu, d'autres pas. Ensuite, pendant le sketch, je dis noir. Bien sûr, il ne coupe pas la lumière. Et donc, les gens ne comprennent pas dans la salle pourquoi j'ai dit noir et qu'il ne se passe rien. Pourquoi je n'enchaîne pas. Et donc, j'ai un peu perdu mes moyens. Le sketch se termine. Merci beaucoup d'être venu. Après, j'ai 1h30 pour rentrer chez moi. Et je sais clairement que je n'ai pas été pris. Personne n'a ri dans la salle. Personne n'a compris pourquoi je disais ça sur scène. Bref, un gros fail à l'époque. Alors ensuite, là, c'est Blandine qui essaie de me poser une petite question piège et qui me dit quel était le pire invité sur ton podcast et quel était le pire interview pour toi. Alors, je ne vais pas dire que j'ai eu un pire invité, je vais juste dire celui qui m'a mis le plus en difficulté et que je trouve que je n'ai pas réagi le mieux. Je trouve que c'est pas ma meilleure interview. Je pense que c'est l'interview de Émeric Lompré, parce que Émeric a plutôt pris mes questions au second degré et il a mis beaucoup d'humour. Et moi, j'étais pas préparé à ça, parce que moi, je pose les questions vraiment au premier degré pour avoir des questions sur son parcours et sur sa vie. Donc, j'étais un peu désemparé de voir qu'il répondait aux questions plutôt avec humour et plutôt au second degré. Et donc, je trouve ne pas avoir toujours très bien réagi et ne pas être entré dans son jeu ou ne pas avoir justement établi que moi je voulais plutôt des questions au premier degré. Donc voilà, c'est juste ça. Mais au final, je trouve que l'épisode, j'ai eu des bons retours sur l'épisode, il y a des gens qui ont beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup ri en faisant cet épisode, mais clairement ça m'a décontenancé de voir un peu comment il me répondait parce que je ne m'attendais pas à ces réponses-là. Donc je dirais que c'est pour ça que je réponds lui, mais au final ça s'est bien passé, c'était chouette. Et j'espère que l'épisode vous plaira. Alors ensuite, Blandine me demande à nouveau qu'est-ce que j'aime le plus en moi. Et ça, c'est une question difficile. Et ça, je sais qu'elle le pose parce qu'elle sait que j'ai énormément confiance en moi et que je suis très fan de moi-même. Alors, qu'est-ce que j'aime le plus en moi? C'est dur, hein. Qu'est-ce que vous aimez le plus en vous? Posez-vous la question également en même temps, franchement. Pas facile à répondre. Qu'est-ce que j'aime le plus en moi? J'aurais vraiment dû lire ces questions à l'avance. Ouais, il y a un truc que... ce que je devrais répondre, c'est que quand j'arrive à faire rire quelqu'un et que je vois que cette personne rit, il y a comme un truc qui se développe en moi. Je deviens plus drôle, ça me nourrit et ça me pousse. Et j'aime bien ces moments-là où il y a une espèce... C'est un peu exagéré, mais c'est un peu une transe où je suis beaucoup plus drôle. Et j'aime ce truc cette transmission un peu d'énergie. Quand j'arrive à faire rire quelqu'un où je vois que faire quelque chose va faire rire cette personne, va lui faire plaisir, j'ai un peu un regain d'énergie et j'aime ça, j'aime ces moments-là. Voilà, je vais répondre ça. La question suivante qu'on me pose, c'est y a-t-il un truc que tu souhaiterais trop pour ton podcast? Alors ce que je souhaite pour mon podcast, c'est qu'il y a plus de gens qui le découvrent. Parce que
Je trouve qu'il y a vraiment un potentiel dans ce podcast. J'ai pas de souci à le dire parce que je trouve que le podcast, il repose essentiellement sur les invités. Et les invités que j'ai eu la chance de recevoir sont tous des artistes exceptionnels. Je pense vraiment que leur parcours peut être très intéressant, très encourageant pour les auditeurs. Je trouve qu'on apprend beaucoup de choses sur leur vie, sur leur parcours, et qu'on peut s'identifier à eux, qu'on peut reconnaître les peurs qu'on a, les angoisses, les étapes par lesquelles on passe quand on veut commencer dans l'humour, mais également quand on veut se lancer dans quelque chose d'artistique en général. J'ai vraiment l'impression que ce podcast a un potentiel pour plaire à un plus grand nombre de personnes et que le contenu est intéressant. Donc moi, je souhaiterais vraiment qu'il soit découvert par plus de monde. Et s'il est découvert par plus de monde, ça va aussi me donner la possibilité d'interviewer d'autres humoristes, des humoristes que j'ai pas réussi à atteindre parce que le podcast n'est pas encore assez connu. Ils auront découvert le podcast, peut-être même ils auront envie d'y participer. Donc ça sera plus facile pour moi de recevoir des humoristes. Et donc ce que je souhaiterais, c'est bien sûr interviewer tous les humoristes que j'ai envie de recevoir. Il y en a plein que j'ai envie encore de recevoir. Je pourrais faire le podcast pendant encore longtemps si tous les invités me répondent oui. Donc voilà, ce que je souhaite, c'est que le podcast continue en tout cas, que ça continue à plaire. Et si ça peut plaire à plus de monde, ça serait incroyable. Ce qui serait encore plus fou, ce serait de pouvoir en vivre, de pouvoir faire uniquement le podcast et l'humour, ce serait vraiment génial. Ou en tout cas un petit peu plus. Travailler à mi-temps, travailler à 3/4 temps. Enfin voilà, de pouvoir passer plus de temps sur le podcast, ce serait génial. La question suivante qu'on me pose, c'est ta meuf, elle existe vraiment ou c'est tout dans tes rêves? Alors oui, elle existe vraiment, en tout cas j'espère, parce que sinon j'ai vraiment un souci psychiatrique avancé, parce que ça fait 8 ans que je lui parle tous les jours, donc j'espère vraiment qu'elle existe, mais oui, je suis vraiment en couple, je suis vraiment très amoureux, et j'espère que ça va continuer très longtemps. Voilà, c'était le moment cucu du jour. Alors la question suivante qu'on me pose, c'est pourquoi as-tu choisi de faire un man bun? Tu le coupes quand? Alors un man bun, pour ceux qui ne voient pas, c'est un chignon, parce que oui, j'ai des cheveux longs en chignon. Pourquoi j'ai choisi un man bun? Parce que ça fait des années que je déteste mes cheveux, je ne sais jamais quoi en faire, je n'ai jamais réussi à les styliser un petit peu, à mettre du gel pour que ça donne quelque chose de plus ou moins correct. Le crâne rasé, je déteste ça. En plus, quand je me rase les cheveux, je ressemble très fort à mes frères. Et j'ai pas envie. J'ai eu les cheveux longs avec une mèche devant les yeux qui était une catastrophe esthétique que je n'ai pas envie de reproduire. Et donc en fait le man bun me permet de ne pas me coiffer. Je m'attache les cheveux le matin et je fais toute ma journée sans ne plus jamais y penser. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. En plus je trouve que ça me va plutôt bien. Donc tu le coupes quand? Je pense ne pas le couper. Je pense garder ça autant de temps que je le peux. J'espère ne jamais souffrir de calvitie, c'est quelque chose qui me fait peur, je vous avoue. Autre chose qui me fait peur capillairement parlant, c'est d'avoir les cheveux blancs, parce que mon père a eu les cheveux blancs très tôt. Donc j'espère garder un peu de couleur encore quelques années. Je me le souhaite, voilà. Donc voilà, si vous avez d'autres questions capillaires, n'hésitez pas. Je me brosse les cheveux avec un peigne et je m'attache les cheveux avec 2 élastiques. Alors avec le premier élastique, je fais la queue, avec le deuxième élastique, je fais le bun. Et voilà, c'est une pratique qui m'a été enseignée par ma copine, qui m'a attaché les cheveux pendant un long moment avant que j'y parvienne par moi-même. Donc tous les matins, je lui demandais de m'attacher les cheveux et je priais qu'il y ait personne qui me les détache ou que l'élastique lâche, parce que j'étais incapable de les réattacher par moi-même. Donc maintenant, je suis capable de le faire. Voilà, je suis monté d'un step. Je suis presque indépendant. Voilà, j'ai envie de le dire. Alors la question qu'on me pose ensuite, c'est la chose pour laquelle tu es le plus fier de toi. Alors je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est d'oser faire du stand-up. Ça peut avoir l'air un peu prétentieux, mais je suis quelqu'un de tellement stressé à parler en public que quand j'étais en secondaire, je pleurais si je devais faire un exposé oral, que je suis assez fier de moi d'oser le faire parce que j'ai envie de le faire et de ne pas laisser la peur me bloquer et de quand même le faire. Donc je suis assez fier d'avoir osé faire ça. Après, je suis assez fier du podcast, je suis assez fier de voir que j'arrive à interviewer des humoristes et j'ai des retours qui sont très chouettes. Il y a pas mal de gens qui aiment beaucoup le podcast, il y a des gens qui écoutent tous les épisodes du podcast. Et ça me rend très fier de voir qu'il y a des gens qui attendent chaque épisode à chaque sortie, donc ça fait vraiment très plaisir. Merci à vous. Alors, on me demande ensuite ma plus grande peur. Alors, ma plus grande peur, ce serait d'avoir des regrets plus tard. Donc, ça serait de ne pas avoir essayé. C'est aussi pour ça que j'ai décidé enfin, après de nombreuses années, de tenter l'aventure du Québec et d'essayer de me lancer dans l'humour. Donc voilà,
Ça, ce serait ma plus grande peur. Encore plus grande, je pense, que l'échec de ne pas y arriver. Je pense que ça serait pire d'avoir des regrets de ne pas avoir essayé que d'avoir le regret de ne pas y être arrivé. Même si, je vous avoue, que c'est une peur que j'ai également. J'ai énormément cette peur de l'échec aussi. La question suivante, c'est comment tu deals avec le regard, le jugement des autres quand tu es sur scène. Honnêtement, c'est dur, le regard des autres, sur scène et hors scène aussi. Mais sur scène, j'ai beaucoup de mal quand quelqu'un ne rit pas. Alors c'est normal que quelqu'un ne rit pas, on ne rit pas à tout. Je sais bien que l'humour c'est subjectif, qu'on ne peut pas faire rire tout le monde, mais j'ai beaucoup de mal de constater ça. Et encore plus quand je vois que la personne n'aime pas ou passe un mauvais moment, j'ai beaucoup de mal à ne pas me concentrer sur cette personne et à garder mes moyens. Je déteste avoir cette sensation de faire passer un mauvais moment à quelqu'un et que cette personne... Et donc c'est quelque chose sur lequel je dois travailler parce que on ne peut pas plaire à tout le monde et que je n'arriverai pas à faire rire tout le monde et qu'à certains moments il y a des gens qui ne m'aimeront pas. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que j'ai toujours envie que tout le monde m'aime. Je suis quelqu'un qui aime faire plaisir aux gens, je suis quelqu'un qui aime faire rire les gens, faire sourire les gens, faire en sorte que tout le monde passe un bon moment. Je déteste le conflit. Et donc, j'ai beaucoup de mal avec ça quand je remarque que quelqu'un ne m'aime pas. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, parce que tout le monde ne m'aimera pas, et tout le monde ne doit pas m'aimer. Moi-même, je n'aime pas tout le monde. Et donc voilà. Mais par contre, quand une scène se passe vraiment bien, je n'ai aucun problème avec le regard des autres. C'est comme je disais tout à l'heure, quand j'arrive à faire rire quelqu'un, j'ai cette énergie qui est décuplée. Et donc, je n'ai plus peur du ridicule, je n'ai plus peur de ce que je fais, et je peux aller plus loin dans ce que je peux proposer. Et donc, quand je suis sur scène et que ça se passe bien, là, je n'ai plus cette peur du regard des autres, justement, je l'accueille avec plaisir, et voilà. Et on me pose également la question, donc, et dans la vraie vie, comment je me sens par rapport au regard et au jugement des autres. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, par exemple, à parler en story. J'ai beaucoup de mal à faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire parler tout seul dans cette pièce, parce que moi-même, je me juge énormément. J'ai peur de ne pas être assez intéressant, j'ai peur de ne pas m'exprimer clairement, j'ai peur de bégayer. J'ai peur de faire passer un mauvais moment aux gens qui écoutent et qui se disent mais on s'en fout de cet épisode par exemple. Je me soucie beaucoup trop du regard des autres, mais c'est quelque chose sur lequel je travaillais, mais voilà. Pour le moment je m'en soucie un petit peu trop. La question suivante qu'on me pose c'est est-ce que tu mens quand tu dis que tu fais du crossfit? Alors pour le moment je mens quand je dis que je fais encore du crossfit, parce que je fais un sketch sur lequel je parle du crossfit. Je précise juste pas que pour le moment je suis blessé. Mais sinon, je fais du crossfit, en tout cas j'en ai fait, et je veux continuer à en faire, c'est juste que pour le moment je suis blessé, donc je ne sais pas en faire. Alors si on veut être tout à fait honnête sur le sujet du crossfit, j'ai aussi un truc qui m'embête avec ce sketch, c'est que j'ai repris un peu du poids, et donc ça ne marche pas bien avec le thème du crossfit, dans lequel j'explique que je fais beaucoup de sport, je suis devenu accro à ça, et du coup que j'ai peur qu'à un moment donné, si je prends trop de poids, ce sketch, les gens n'y croient plus. Voilà, si on veut être tout à fait honnête, mais donc je ne mens pas, je fais vraiment du crossfit. Et la question suivante qu'on me pose, c'est qui est-ce que je rêve d'avoir dans le podcast? Alors ça, j'avais fait un post sur Instagram que j'ai supprimé ensuite, parce que je trouvais que c'était dommage de se limiter dans le nombre de personnes, et aussi que je me dis si j'arrive à avoir un autre invité qui n'était pas dans la liste, et qui ensuite voit la liste et se dit mais en fait je suis même pas dans les personnes qui veulent plus recevoir, ça peut être vexant. Et donc, y a plein d'humoristes que je voudrais recevoir. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais il y a Roman Fressinet, qui est probablement la personne que je veux le plus recevoir en France, parce que je suis excessivement fan de son humour, parce que j'adorerais pouvoir échanger avec lui, mais il y a également plein d'invités. Il y a Sugar Sammy, que j'adorerais recevoir, parce que j'adorerais échanger avec lui sur le fait qu'il a joué dans plein de pays différents, qu'il essaie beaucoup de choses. J'adorerais pouvoir échanger avec lui sur tout son parcours. Il y a Jamel Debbouze, parce que j'adorerais pouvoir lui dire en fait à quel point son travail a une influence sur moi. Son premier spectacle, j'en parlais tout à l'heure, le Jamel Comedy Club, pouvoir échanger là-dessus, ce serait incroyable. Il y a aussi Eric et Ramsey, Florence Foresti, Mister V, Natou, Panayotis Pasco, Blanche Gardin, que j'adorerais recevoir, Marina Rollman, bien sûr, Mike Ward pour le Québec, j'adorerais le recevoir parce que je suis excessivement fan de son humour, de ses spectacles, de son podcast Sous écoute qui est incroyable.
J'adorerais parler avec Stéphane Rousseau, avec Jonathan Cohen. J'adorerais lui parler surtout de La Flamme parce que c'est une des meilleures séries du monde. J'ai tellement ri devant cette série. J'adorerais pouvoir échanger avec Eddie Izzard parce que Eddie Izzard c'est quelqu'un qui a joué dans plein de pays différents, dans plusieurs langues, qui a eu un succès énorme. Donc j'adorerais discuter avec Eddie Izzard, ça serait vraiment génial. Jérémy Ferrari, bien entendu, Arnaud de Samer, Alexandre Astier, Alain Chabat, Seb Melia, Paul Mirabel, Pierre-Yves Roy Desmarais pour le Québec, Alexandre Barrette, François Bellefeuille, Louis-José Houd, Martin Matt, avec le Palmacho, j'adorerais discuter avec eux, j'adore leurs sketchs. Je connais même les parodies de chansons par cœur, ce serait vraiment super chouette de pouvoir discuter avec eux. J'adorerais pouvoir parler avec Pablo Mira pour pouvoir parler du Gorafi et de ce genre de choses. J'adorerais pouvoir parler avec Redouane Arjan, dont j'adore l'humour. J'adorerais pouvoir parler avec Marc Labrèche également. Alors Marc Labrèche, pour si vous ne voyez pas, c'est un des acteurs principaux de la série Le cœur a ses raisons, qui est une des séries qui me fait le plus rire. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est absurde, c'est incroyable. C'est un ovni comme série. J'adorerais pouvoir discuter avec lui de ça, entre autres, mais également de tout son parcours. Ce serait vraiment génial. Voilà, j'ai lu un petit peu les noms que j'avais notés sur cette liste que j'avais postée sur Instagram, mais bien sûr il y en a encore plein d'autres. Les gens que je vous ai cités ici, c'est les gens que je n'ai pas encore réussi à contacter. Mais il y a aussi plein d'autres personnes qui m'ont déjà répondu ou avec qui on est en contact et que j'espère que ça pourra se faire. Je pense par exemple à Alex Vizorek, je pense à Fari, ce serait vraiment chouette également. Voilà, il y en a plein. Franchement, je suis désolé pour tous ceux que j'oublie. Il y a plein d'humoristes que je voudrais recevoir, mais je peux pas les citer tous parce que je vais en oublier. Et voilà, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées. J'espère que cet épisode vous a intéressé, que vous avez trouvé ça chouette. Si vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas à venir me poser d'autres questions. S'il y a beaucoup de questions, je pourrais faire un deuxième épisode dans le même genre si ça vous intéresse. On ne sait jamais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et continuez à partager le podcast autour de vous. Merci à tous ceux qui suivent ce podcast, qui le font vivre. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Et on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.